On se retrouve sur ce plateau pour donc le débat. Stéphane Ahinou-Khossou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Hugues Hector Zogo face au climatiseur. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Maurice Arnaud Agua, bonjour Stéphane Ahinou-Khossou, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Apparemment, vous avez un peu froid. Peut-être tout à l'heure, on va inviter donc Alain à venir nous aider pour que vous n'ayez pas plus froid. Sinon, on n'aura pas. Vous ne serez pas bien audible dans vos analyses. C'est vrai, c'est vrai, non? Vous avez entièrement Très raison. bien. Merci donc à Alain de venir nous aider. On va y aller avec le premier sujet. Enquête sur le coup d'État déjoué au Bénin. Les interpellations continuent. Hugues Hector Zogo, Stéphane Ahinou-Khossou, dans la journée d'hier, il y a eu 2 arrestations. Il y a un quotidien d'ailleurs qui a parlé de ces 2 arrestations, qui a parlé de l'arrestation d'un député. Oui, merci. Donc à l'équipe de réalisation qui a parlé donc de l'arrestation du député et puis Bokeh, et également qui a parlé de l'arrestation de Angela Kpeja. Ma question, Stéphane Ahinou-Khossou, les arrestations continuent, c'est normal, mais certains sont étonnés. Ce n'est pas rare d'entendre les gens dire, finalement, dans cette affaire, beaucoup de gens insoupçonnés seront arrêtés. Oui, merci Momoril. Je pense qu'on devrait s'y attendre un peu. On devrait s'y attendre un peu et cela ne devrait pas étonner au regard de la gravité de la situation, de la gravité de l'affaire depuis que cela s'est produit et que la justice béninoise a pris la situation en compte. On a vu que des arrestations ont démarré. Il y a eu les militaires qui sont passés avec un civil. Au total 31, on a vu Candidat Zanaï qui a été arrêté, on a vu Tchabiaï également arrêté puis relâché après. Hier, on a eu le député Boko, on a eu notre consoeur Angela Kpeja également. Et je pense que ça va se poursuivre, ça va se poursuivre et ça va s'intensifier également à la taille, n'est-ce pas, donc de tous ceux qui seront suspectés dans cette affaire-là. La seule chose qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que la justice puisse y aller avec rigueur et avec professionnalisme et avec tact, mais surtout de façon très approfondie pour que véritablement les dessous de cette affaire-là soient connus et que les coupables, ceux qui seront reconnus, n'est-ce pas, donc coupables, soient jugés comme tels. Parce que le plus important aujourd'hui, le plus important du travail qui sera fait par la justice, c'est de faire en sorte que ceux qui nourrissent encore de telles velléités puissent comprendre que notre État ne tolère pas ces genres d'agissement. Donc la justice doit y aller avec un peu plus de fermeté et de professionnalisme surtout. Et c'est pour cela déjà que ceux qui pensent il peut y avoir chasse aux sorciers, etc. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans ces genres de critiques faciles parce qu'il faut observer la gravité de la situation et faire confiance à notre justice. Tchabi Yaïpa, par exemple, qui est député du parti LD, qui a été interpellé, il a été relâché et placé sous convocation. Ça veut dire que les juges ont estimé qu'on pouvait le relâcher. Donc, il n'y a pas matière à penser à une chasse aux sorciers. Non. Les faits sont là, il faut pouvoir laisser la justice faire sereinement son travail. Mais l'autre point qu'il me plaît de relever ce matin, c'est que le principal
coupable qui a été cité, Tigri, le colonel Pascal Tigri, la justice n'est pas encore arrivée à mettre la main sur lui. Il est encore en fuite, avec d'autres forcément, dans des pays peut-être proches ou à côté ou voisins. Et je veux profiter pour dire que chez nous, au Bénin, principalement, enfin, on dit que lorsque la maison de ton voisin brûle et que tu ne dis rien, lorsque ce sera ton tour, visiblement, personne ne réagira. Et donc, ces pays-là qui, d'une certaine façon, protègent ceux-là, qu'ils ne se disent pas qu'ils sont à l'abri. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc il faut véritablement aujourd'hui que les pays puissent collaborer, puissent travailler ensemble pour mettre un terme à ceux-là qui profitent de cette facilité à prendre les armes pour déstabiliser, n'est-ce pas, donc la sécurité des États, la sécurité au niveau de notre pays et de nos États. Et donc, l'autre chose, je voudrais également relever qu'il faut que les Béninois apprennent à se faire confiance. À se faire confiance parce que lorsque... Est-ce que vous avez senti oui. un manque de confiance? Oui, un manque de confiance. Crise de confiance. Une crise de confiance, pas parce que lorsque... Qu'est-ce qui démontre cela? Lorsqu'on commence par porter un regard, je veux dire, un peu suspect sur notre justice, alors que... Mais ça, c'est pas le propre du Béninois, ça. Oui, c'est être suspect. C'est pas le propre. Des suspicions. C'est pas le propre. Regardez dans votre environnement. Ça, c'est habituel, ça. Oui, c'est habituel. Mais lorsque la situation relève d'une telle gravité et que la justice s'engage à faire le travail, à faire son job, pour que ceux qui sont impliqués puissent répondre de leurs actes, il faut pouvoir faire confiance à la justice. Et quand la suspicion est dans l'ADN, comment on va faire? Non, à partir du moment où c'est la sécurité de l'État qui est engagée, notre propre personnalité ou notre subjectivité ne doit pas être engagée dans le débat parce que ça va au-delà de notre subjectivité. C'est la sécurité. C'est de la sécurité de l'État qu'il s'agit. C'est de la sûreté de l'État qu'il s'agit. À partir de ce moment, nos individus, nos égos ne comptent plus. Très bien. Quand le problème est entre individus, on peut faire valoir sa subjectivité, on peut faire valoir son égo. Mais dès lors que ça transcende nos subjectivités, nos égos, et ça rentre dans ce qui engage notre vie commune, je pense qu'on doit pouvoir faire confiance à ceux qui sont là et savoir que nous sommes tous béninois et que personne n'a intérêt que cela bascule. Et ça, je pense que chacun doit véritablement y travailler. Et je pense que ceux qui sont au niveau de la justice, les juges, les autorités judiciaires sont pleinement, n'est-ce pas, donc conscients de la situation et feront leur job tel que cela se doit, pour que, in fine, ce soit notre État, notre pays qui en sorte grandi. Vous avez parlé de Tchabi Yahi, député à l'Assemblée. Moi, je connais Tchabi Yahi qui est chargé des relations extérieures du parti Les Démocrates. Est-ce que nous parlons du même Tchabi Yahi? Non, si j'ai fait ça, ça doit être un lapsus. Merci. Merci de revenir là-dessus. C'est effectivement un lapsus. Alors, je voulais en fait y revenir. Heureusement. Bon, peut-être que c'est... Comment on va dire? Peut-être que c'est une prophétie. Peut-être que c'est une prophétie ce matin. Je n'ai même pas fait attention à ça. Vous n'avez même pas fait attention. Une prophétie aurait porté... S'il est sur la liste, il est sur la liste. Ça portait s'il était sur la liste. Je ne sais pas. C'est vous qui êtes spécialiste des listes. Est-ce qu'il est sur la liste? Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. D'accord. Alors, on va poursuivre. Hugues Hector Zogo, les 4 vérités écrites clairement pour apologie du push manqué du Bénin au Bénin, le député Sounon Boko arrêté. Mais le parti, les démocrates, condamne cette arrestation et exige sa libération, alors que le quotidien écrit que le député est arrêté en flagrant délit contre la sûreté de l'État. Est-ce que le parti ne devrait-il pas laisser la justice faire son travail au lieu d'exiger sa libération immédiate, ou bien le parti, les démocrates, est dans son rôle?
le parti est dans son rôle au regard donc, de la portée politique. Par contre, ici, nous nous retrouvons sur un sujet d'intérêt national et mieux, nous nous retrouvons en face d'un dossier d'État. Et par conséquent, les questions liées à l'immunité parlementaire ne priment pas, malheureusement. Et heureusement que le journal a si bien fait cas du flagrant délit. On ne peut pas être député à l'Assemblée nationale et applaudir un coup d'État, même si vous ne partagez pas le mode de gouvernance du chef de l'État en place, rien ne vous donne le droit, le privilège donc d'applaudir un coup d'État. Mais au-delà, c'est de votre pays qu'il s'agit. Exactement. Au-delà, c'est du pays qu'il s'agit. En fait, moi, contrairement à Stéphane, qui pense que les Béninois nourrissent une certaine suspicion vis-à-vis de notre justice, je ne me retrouve pas dans ce qu'elle a dit. Bien au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, les Béninois sont plus pressés de reconnaître les vraies figures et de comprendre les dessous. De comprendre les tenants et les aboutissants. Exactement, de ce coup d'État manqué. Parce que depuis le 7 décembre où notre pays a été confronté à ce drame des assaillants, c'est un assassinat démocratique. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les Béninois sont restés calmes, pourquoi sont-ils restés chez eux, pourquoi on a pu nourrir ce silence. Mais en réalité, ce silence n'était que l'expression de « nous soutenons le président de la République en exercice et son gouvernement ». Parce que dès qu'on arrive à faire le coup d'État, ce n'est pas la personnalité du président Patrice Talon qui est visée, c'est l'État béninois qui est visé. Et quand on parle de l'État béninois, c'est de tous les citoyens, les 14 millions et quelques que nous constituons, c'est chacun qui est concerné, la vie de chacun qui est mise en danger. Parce que si c'était les militaires qui avaient réussi leur coup, mais ce n'est pas évident que nous soyons là ce matin avec une certaine quiétude pour animer ce plateau. Ce qui est évident est que je serai déjà au village. Même si j'arrive à atteindre le village. Même si vous vous retrouvez au village, il y aura toujours des crépitements d'armes. Et à partir des crépitements d'armes, on n'a pas du tout le cœur tranquille. Imaginez un peu le scénario, il y a une quinzaine d'années en arrière, d'un braquage à Dantokpa. Ça ne prend que quelques minutes. Mais vous voyez la débandade. Oui. Vous voyez à quel point... Et ça laisse beaucoup de séquelles. Et ça laisse beaucoup de séquelles. Donc, du coup, quand on vit, ne serait-ce que ça en termes de braquage, et qu'on se réfère à ce qu'on pourrait appeler une guerre, parce que quand on parle d'un coup d'État, la finalité pour la plupart du temps, c'est des affrontements. Donc, il y aura des affrontements sanglants pendant peut-être une dizaine de jours, pendant une vingtaine de jours. Alors, des personnalités politiques... Il a fallu entendre quelques détonations au soir du dimanche seulement, alors que, pour que ça résonne encore dans ma tête jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc, quand on a des personnalités politiques, ce qu'elles doivent pouvoir recommander, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est le sens de la justice, c'est le sens du service à la nation, c'est l'abnégation, c'est le travail bien fait. C'est des valeurs qui doivent être portées par des personnalités politiques. Mais quand elles en arrivent à applaudir un putsch contre leur État, ça voudrait dire qu'elles se mettent dans la posture d'ennemi de la nation. Mais si vous êtes un ennemi de la nation, la moindre des choses à faire, c'est que la nation vous retire sa confiance. Vous n'avez plus le droit de siéger à l'Assemblée nationale. C'est vrai que, concernant celui qui a été mis aux arrêts hier, la justice n'a pas encore... Oui, je veux parler du député. Okay. La justice n'a pas... continue à évoquer son immunité. Oui, c'est ça. En fait, beaucoup de nos personnalités politiques qui se retrouvent à l'Assemblée nationale pensent que, parce qu'ils se retrouvent sous le couvert de l'immunité parlementaire, tout leur est permis. Non, l'immunité parlementaire vous couvre par rapport à ce que vous tenez comme propos au sein de l'hémicycle. Mais au-delà, si vous posez un acte pénal, ben,
Écoutez, l'immunité parlementaire, c'est vrai que la République demandera que l'on lève votre immunité parlementaire d'abord avant qu'on ne vous traduise. Mais ça ne voudrait pas dire que vous avez déjà porté un parapluie juridique au point où tout vous est permis. Non, nous sommes dans un état de droit et donc toutes les personnes qui à un moment donné ont applaudi le putsch, qui ont trouvé que le coup d'état constitutionnel qui se préparait était une bonne action à mener, toutes ces personnes-là seront interpellées. Ça peut prendre peut-être des mois, mais on parviendra quand même à les identifier, on parviendra à leur mettre la main dessus, et devant la justice, ils pourront s'expliquer. J'ai souvent l'habitude de dire, quand vous vous retrouvez devant le juge, ce n'est pas que vous restez muet. On vous donne la parole. Je pensais que c'était oui, non, comme réponse. Non. Un avocat a dit que c'est oui, non, la réponse. Non, on vous donne la parole et vous vous prononcez. Et mieux, comme vous le dites si bien, vous avez un avocat qui vous défend, qui défend votre cause. Donc, si quelqu'un aujourd'hui se retrouve interpellé, la belle preuve, Tchabi Yahi a été interpellé. Quand il a été interpellé, on a entendu beaucoup de choses se dire. Mais la justice vient de démontrer qu'elle est assez impartiale et qu'elle reste assez objective dans le traitement de ce dossier juridique. Il a été certes mis sous convocation toutes les fois où mais d'autres ne le sont pas. D'autres ne sont pas. D'autres le sont en prison. Exactement. Voilà. On a fait des perquisitions chez lui. On a ramassé ses ordinateurs. On a ramassé ses téléphones portables. Et pourtant, il a été libéré et mis sous convocation. C'est déjà un signal fort pour dire oui, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Toutes les personnes susceptibles d'être écoutées, pour qu'on puisse faire la lumière par rapport à ce dossier assez sensible, pour que ça ne se répète plus jamais dans l'histoire du peuple béninois, toutes ces personnes-là seront interpellées. Imaginez, c'est depuis 1972 que nous avions parlé de coup d'État dans notre pays. Et après 1972, quand nos délégués, représentants de la nation béninoise se sont retrouvés à la conférence nationale du 19 au 28 février 1990, le peuple béninois, dans sa souveraineté, a pris l'option d'envoyer les militaires dans la caserne. Et depuis là, ils sont restés dans la caserne. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'un groupuscule de militaires puisse prendre d'assaut toute une nation et dire qu'ils veulent faire un coup d'État? Il n'y a pas de raison. D'où vous invitez la justice à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. À faire la lumière. À faire la lumière. Et ça va nous permettre de comprendre qui sont les vrais ennemis de cette République-là. Écoutez, qu'est-ce qu'on en veut à Patrice Talon? Patrice Talon est chef d'État comme tous ceux-là que nous avions connus. Il a porté un rêve pour son pays. Il a un gouvernement avec qui il travaille. Et puis, il est pratiquement à la fin de son mandat constitutionnel. Et il a dit qu'il s'en va. Il s'en va. D'ailleurs, tous les signaux sont ne ouverts. comprennent pas pourquoi ce coup d'État-là, en fait, alors que le président a dit qu'il s'en va et a même désigné, ou du moins les partis politiques ont déjà désigné le duo successeur. Le processus électoral a été ouvert. J'ai rencontré un monsieur hier fortuitement que je ne connaissais pas dans le périmètre de Béam. Et c'est lui qui m'a vu, m'a interpellé. Et dans nos discussions, il me dit, vous savez, le Bénin, c'est la jalousie et c'est la méfiance. C'est ça que nous avions subi. La jalousie, la méfiance, mais il a oublié la médisance. Bon, c'est sans doute la base. Il dit, c'est la jalousie et la méfiance. Et je me rends compte, quand je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Je me rends compte que c'est vrai. Si ce n'est pas de la jalousie, qu'est-ce qu'on veut au chef de l'État? Un chef d'État qui a mené des réformes constitutionnelles. Un chef d'État qui a mené des réformes institutionnelles. Un chef d'État qui a pris un autre pan de la conférence puisque vous en parlez, nationale. vous parlez des réformes, vous parlez de tout ça là, allons-y. Patrice Talon, à l'heure du bilan, c'est Matin Libre qui en parle ce matin, allons-y. Et Patrice Talon, à l'heure du bilan, oui, l'heure du bilan, où on a été surpris par un coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'on sait que le président de la République avait dit que c'est à la fin de son mandat que les Béninois
vont le porter en triomphe. Nous sommes presque à la fin du mandat, puisque dans quelques jours démarre la campagne électorale déjà pour les législatives, c'est bien ça. Aujourd'hui, au regard de tout ce que nous voyons, est-ce que le président sera porté en triomphe? Le président Patrice Talon est déjà porté en triomphe. Le président Patrice Talon a été porté en triomphe le 7 décembre 2025. Le président Patrice Talon a été porté en triomphe le 7 décembre 2025. Il a non seulement été porté en triomphe par ses compatriotes béninois, mais il a été porté en triomphe par l'humanité tout entière. Et pour cause, vous aviez vu la réaction prompte de la CEDEAO à venir en aide à un chef d'État qui ne méritait pas ce coup d'État constitutionnel. Vous aviez vu la réaction de la France. Quoi qu'on dise de la France, un État démocratique, aura démontré que le Bénin, avec ce qui se vit chez nous aujourd'hui, ne méritait pas ça. On aurait subi le drame de ces assaillants, que tout aurait basculé. Tout ce qu'on a pu faire en pratiquement 10 ans, comme sacrifice, en tant que citoyen béninois, tout aurait pu se retrouver basculer en intervalle de quelques instants. Quand vous parlez de tout aurait pu basculer, ça m'inspire et ça me permet de me retourner vers Stéphane Akinrossou. Ce coup d'État arrive à un moment crucial, au mois de décembre, où l'on a appris juste que les prix des billets d'avion ont été revus pour le Vaudounaise. C'est un moment où les étrangers viennent dans ce pays pour donc visiter le pays en attendant les Vaudounaise et tout. N'est-ce pas aussi une intention de sabotage pour faire peur à ces personnes-là qui ont déjà réservé des billets et tout ça? Ça ne se dit pas à haute voix, mais des hôtels ont perdu des millions cette seule journée du dimanche compte tenu de ce coup d'État. N'est-ce pas une autre manière de saboter ce qui se fait jusque-là? Oui, avant d'en venir à votre préoccupation qui me paraît quand même très, très importante, je veux relever que Hugues parlait tout à l'heure de méfiance et de jalousie. J'ai ajouté médisance. Et les médisances. Et je parlais un peu plus tôt de suspicion. Voyez-vous, c'est que les Béninois ont cette habitude. Et ça, c'est les politiciens qui ont donné cette culture-là aux Béninois. Ah bon, ce sont eux ce sont les politiciens inoculé ce virus, qui ont inoculé ce virus-là à ne pas se faire suffisamment, à ne pas se faire suffisamment confiance. Du coup, voyez-vous, dès qu'il y a une situation, on se dit que non, l'autre là, puisque c'est lui qui est là, ça ne me rassure pas. Voyez-vous, une situation comme un coup d'État là est survenue. Et la justice prend le dossier, est en train d'interpeller des gens. Et un parti politique se lève et sort un communiqué et demande qu'on libère. Immédiatement. C'est inconcevable. Hector Zogo a dit que le parti est dans son rôle. Le parti est dans son rôle, d'accord. Le parti, on peut à la limite voir un parti qui est dans son rôle. N'est-ce pas une formalité que de sortir un tel communiqué? Peut-être une formalité, mais je me dis que c'est une formalité qui ne repose sur... Une formalité déplacée? Je ne dirais pas déplacée, mais qui ne repose pas sur une objectivité. Parce que lorsque la justice prend un dossier, soit on veut nous dire qu'on veut interférer dans la procédure judiciaire, ou on laisse la justice faire son travail, quitte à ce qu'à la fin on puisse dire non, tel que c'est fait là, on n'est pas d'accord. Donc je trouve que c'est pourquoi je voulais dire qu'on doit pouvoir apprendre à se faire confiance et éviter d'avoir des suspicions ou des formes de méfiance qui ne nous arrangent pas. Maintenant, pour en venir à votre préoccupation, je veux même dire que... de sabotage. Oui, je veux même dire que ce coup d'État-là, c'est... je veux reprendre, pas mot pour mot, la phrase d'un confrère. Qui dit quoi? Ce coup d'État-là, c'est la palme d'or
de la bêtise de 2025. Parce que ça ne correspond à rien. Et ça vient même, ça peut même donner, si le chef de l'État, Patrice Talon, était de mauvaise foi, ça peut lui donner une occasion de durcir sa position. Parce que lorsque un chef d'État est en fin de mandat et a déjà organisé les formations politiques qui soutiennent son action, il les a déjà organisées pour sa succession, et que vous venez organiser un coup, vous lui donnez peut-être l'occasion de dire: je ne peux pas laisser le pays dans ces conditions. Je ne peux pas organiser les élections dans ces conditions. Alors, ceux qui font ça, est-ce qu'ils sont soucieux de la stabilité politique de ce pays? Non. Ils sont en train de saboter la paix dans le pays. Deuxième élément, lorsque vous savez qu'il y a des réformes qui sont entreprises pour faire engranger des ressources dans le pays, pour faire venir des investisseurs, lorsque vous savez qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans quelques jours et que vous vous levez pour organiser un coup d'État, ça n'a pas un autre mot que sabotage des acquis économiques, des acquis démocratiques. Ceux qui sont contre la démocratie, je trouve que ce n'est pas le régime en place. Ceux qui sont contre la démocratie, c'est ceux qui initient les coups d'État. Ceux qui sont contre ce peuple, ce n'est pas le régime en place. Ceux qui sont contre ce peuple, c'est ceux qui initient les coups d'État. Si vous aimez ce peuple, vous ne pouvez pas prendre les armes pour dire que vous voulez prendre le pouvoir. Parce que quand ça va dégénérer, écoutez, lorsque ces situations surviennent, c'est la possibilité du durcissement du ton. Et quand le ton sera durci, qui va payer le prix? Ce sont les populations. Écoutez, si par exemple, le gouvernement n'avait pas eu le souci de protection des populations, de protection des civils, et a fait appel aux forces militaires étrangères pour une coopération afin de sécuriser la population, et que les tirs étaient allés dans tous les sens, qui seraient les victimes collatérales? Ce sont les populations. Ce sont les populations. Et à partir de ce moment-là, qui paie? Ce sont les populations. Donc, soyons suffisamment responsables lorsque nous regardons les choses pour dire: les ennemis de ce peuple, ce n'est pas le régime en place. On peut trouver des choses à reprocher à un régime. D'ailleurs, il n'y a pas de régime parfait, il n'y a pas d'homme parfait. Et c'est seulement celui qui n'est pas dans l'action, qui n'agit pas mal. Et donc, si un régime est en place et qui, à la faveur des réformes, des actions qu'il pose, vous lui trouvez des choses à reprocher, ayez le courage de mener votre opposition selon le canevas démocratique établi. Nous sommes à l'heure du bilan du chef de l'État. Je demandais, est-ce qu'il sera réellement porté en triomphe au regard de son bilan? Je pense que... Comment vous appréciez son bilan? Le chef de l'État mérite, à mon sens, même si tout n'est pas rose, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, mérite d'être porté en triomphe. Et il est déjà porté en triomphe, je veux emprunter les mots de Hector Zogo, il est déjà porté en triomphe. Regardez, juste quelques jours après le coup d'État, le chef de l'État, Patrice Talon, sort. Il va voir notre compatriote qui est en train de faire Kate Sono, qui est en train de faire record Guinness. Le chef de l'État sort. Regardez le bain de foule qu'il a eu. Vous avez l'impression que ce chef d'État-là n'est pas porté en triomphe par sa population? Non. Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État peut prétexter de la situation et ne pas sortir et rester dans sa maison comme s'il était dans un bunker? Et pourtant, il a décidé de rentrer dans la population et de montrer qu'il est avec la population. Ça veut dire que fondamentalement, il n'a rien à se reprocher. Et il pense qu'il est proche de sa population. Le président Patrice Talon, quand vous prenez son bilan, c'est vrai que ce n'est pas un bilan, on va pas dire que tout est beau dans le meilleur des mondes, non, mais à 80%... Est-ce qu'il n'a pas porté le Bénin d'un point A à un point B? Est-ce qu'on ne sent pas non, mais écoutez, ce déplacement, il faut être de mauvaise foi pour ne pas regarder un éléphant venir dans un couloir rétréci.
Ah bon? Évidemment. Parce que, voyez-vous, quand vous regardez ce que nous avons sur le plan juste infrastructurel dans notre pays, moi je dis, il y a un seul point des actions du chef de l'État qui retient mon attention. C'est quoi? C'est l'aspect infrastructurel, l'aspect éducatif. Parce que quand vous prenez les grèves qui ne sont plus récurrentes ou qui n'existent pratiquement plus dans le système. Et qui permet, entre parenthèses, aux élèves d'avoir des performances terribles. Est-ce que vous savez que 500 mentions bien. Est-ce que vous savez que dans ce même pays, vous le savez d'ailleurs, que dans ce même pays, on a connu des années blanches à cause des grèves? Bien sûr. Est-ce que vous savez que parfois même, chaque année, on se dit même, est-ce que les examens auront lieu ouais. Parce qu'il y a grève. Et on repoussait même les dates des examens. Les dates. Ouais. Et en ce moment-là, qui sont ceux qui sont les plus soucieux, les plus inquiets? C'est les parents d'élèves. Les parents d'élèves aussi. Les parents d'élèves qui n'ont pas assez de moyens, qui ont envoyé leurs enfants dans les publics. Aujourd'hui, regardez, la tendance est inversée. Avant, les gens couraient pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Aujourd'hui, allez dans les écoles publiques pour voir comment l'effectif s'accroît. Parce que les gens, aujourd'hui, ont confiance en ce qui se fait au niveau du secteur public. Parce qu'il n'y a plus de grève et il y a un suivi. Et avec le souffle apporté aux filles aussi, évidemment, dans les écoles. Dans les écoles. Je ne sais pas si c'est le programme Bessoké. Voyez-vous, et puis, on va dire non, qu'on a supprimé les libertés, on a supprimé les mouvements de grève, etc. Mais est-ce que... C'est la liberté, ça. Est-ce que ça arrange? Est-ce que la liberté consisterait à quelques individus de prendre en otage la destinée de la jeunesse? Bon, même si la grève, c'est un droit. La grève, c'est un droit. Mais il faut pouvoir encadrer, réglementer de manière à ce que tout le monde puisse jouir de sa liberté, de ses droits au sein de la société. Il faut voir la portée sociale de l'action qui est menée. Aujourd'hui, tous les enfants vont à l'école du premier jour jusqu'au dernier jour sans suspension. C'est mouse. C'est très important. Maintenant, après... Et on connaît le programme de l'année depuis le début de l'année. Je vais descendre, si tu me le permets. Après, c'est que sur les questions politiques, par rapport au mandat du président de la République, on peut trouver des choses à dire. Parce que sur le plan politique, on a quand même constaté que, bon, le fonctionnement, n'est-ce pas, donc, de l'opposition, le fonctionnement des partis politiques, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut revenir pour dire, bon, vraiment, ce point-là aurait été mieux si le chef de l'État avait fait ci, avait fait ça. Merci. Hugues, quant à vous, qu'est-ce qui retient votre attention par rapport, au bilan du président de la République et de son gouvernement, lorsqu'on sait que Stéphane parle par exemple du secteur éducatif, parle des infrastructures. Qu'est-ce qui retient votre attention? Je ne vais pas revenir sur ce qui retient mon attention, puisque quand vous écoutez beaucoup de nos compatriotes qui suivent notre chaîne de télévision, certains auraient même pensé que je travaille au palais de la présidence. Et qu'est-ce qui ne retient pas votre attention? Je vais plutôt revenir sur la question du sabotage. L'acte posé le 7 décembre, pourquoi c'est un sabotage? Faites retour en arrière, il y a exactement un an, la période de Vodun Days, 2024. Qu'est-ce que nous avions subi pendant cette période-là? Vous vous rappelez? Non. Nous avions eu un coup de force dans le septentrion de notre pays, où on a perdu... Le 8 janvier. On a perdu... C'est le 8 janvier, ça. On a perdu. Il y a eu carnage. Exactement. Ouais. Donc ça voudrait dire que c'est des actes ciblés contre le Bénin. Et ça, les Béninois le savent aujourd'hui. Les Béninois savent que, en fait, ce qui se fait, ce qui se joue, ce n'est pas contre la personnalité du président Patrice Talon, mais c'est contre le Bénin entier. Et ça, aucun Béninois ne peut le tolérer. Qui aujourd'hui ne sait pas que ce sont les pays voisins qui
qui nous en veulent à ce point. Parce que chez eux, ils ont pris les États par coup de force. Ils ont déstabilisé les pouvoirs qui ont été mis en place de manière constitutionnelle pour dire qu'ils veulent rétablir le processus démocratique dans leur État, qu'ils veulent apporter l'eau, l'électricité, construire les écoles, bref, construire les centres de santé. Aux populations. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont tout promis aux populations et ils ont pris le pays par les armes. Est-ce qu'ils sont en train de Mais réussir? regardez ce qui se passe dans leur environnement aujourd'hui. C'est pire que ce que les autres chefs d'État élus et installés de manière constitutionnelle, ce qu'ils faisaient comme travail. Ceux qui sont là aujourd'hui, par putsch, ne font pas la moitié. Et donc, il faut inventer des scénarios. Il faut se retrouver de tout temps à faire croire que ce qui se passe ailleurs, où tout est bien, tout s'applaudit, il faut faire croire à cette population à soi qu'en réalité, rien de bon ne se passe ailleurs. Et donc, tout mettre en œuvre pour que le putsch par lequel on a pu s'installer, que ce putsch-là se mette aussi en application dans ce pays-là. Autrement dit, voulez-vous dire que le fait qu'ils aient promis ciel et terre à leur population, exactement, et que les populations ne voient rien venir, et qu'à côté, les populations ont des exemples et voient des choses qui marchent, ça les dérange. Parcourez la toile aujourd'hui. Ma question, est-ce que ça les dérange? C'est plus que déranger. Parce que regardez aujourd'hui, vous avez des Burkinabés qui se retrouvent sur la toile, d'accord, et qui font des lives pour montrer les réalisations du président Patrice Talon et de son gouvernement. Des Burkinabés, des citoyens panafricains qui n'ont pas la nationalité béninoise. Vous avez des Nigériens qui font le même exercice. Ils sont pleins. Ils sont pleins à le faire. Et donc, quand ils le font, après, dans leur conclusion, ils disent, mais chez nous, on nous l'a promis, mais on ne fait absolument rien. On fait du surplace. Donc, ils sont dans un labyrinthe. Et à partir de ce moment-là, il faut déstabiliser le Bénin, qui en réalité est un état de paix, qui se développe de plus en plus, qui devient une référence en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand on parle du Bénin, écoutez, pourquoi ils ont choisi cette période-là? Parce qu'ils savent que les Vodou Déis sont là. Vous avez vu le nombre de touristes qui se sont déplacés pour Vodou Déis en 2024? Mais ils arrivent déjà là. Les touristes là, ils sont en train de venir. Ils seront surpris, les ai vus, hein. Ils seront surpris de voir le Bénin accueillir plus d'1 million de touristes, bien qu'il y ait eu ce coup d'État là. Ils seront surpris parce que, en réalité... Vous n'avez pas ajouté manqué. Spécialement vous demande. Oui, ce coup d'État manqué. Parce qu'en réalité, dans aucun pays au monde, je pèse bien mes mots, dans aucun pays au monde, des putschistes ne se sont saisis de la chaîne nationale. On fait une déclaration pour dire qu'ils sont désormais au pouvoir et quelques minutes après, on a pu mettre la main sur eux. Ils étaient une trentaine à passer devant le juge des libertés au niveau de la Criette. Oui. Dans aucun pays au monde. Ce n'est qu'au Bénin que ça s'est passé. Ça voudrait dire que le Bénin est un pays démocratique. Ça voudrait dire que le Bénin, c'est un pays sécurisé. Un pays béni aussi. Un pays béni aussi. Et je vais revenir sur les propos d'une politique en la personne de Mme Claudine Afiavi-Prudencio, qui a fait référence donc à la démarche de l'armée de notre pays. Je cite, c'est un article qui en a fait cas. Mme Claudine Afiavi-Prudencio met en avant la responsabilité de l'armée béninoise, qui a fait preuve de retenue face à la situation à Togben. Elle souligne que cette attitude témoigne du respect de l'État pour la vie des citoyens, évitant ainsi une tragédie nationale. C'est exact. Si l'État béninois, c'est en cela que j'approuve l'analyse de mon confrère Stéphane Arinou-Rossou. Il dit, entre les putschistes et l'État, c'est-à-dire le gouvernement en place, qui en réalité se soucie de mieux-être des populations, et que c'est le gouvernement en place, ayant à sa tête le président Patrice Talon, et pour cause. Vous avez vu ce qui s'est passé à Togben, pour peut-être nos compatriotes qui ne le savent pas, l'unité qui est installée à Togben,
c'est la meilleure unité d'élite. Ce sont les meilleurs tireurs de notre armée béninoise. Ce sont eux qui se sont retrouvés à Togben. C'est le président Patrice Talon qui a installé cette unité-là dans notre armée. Ils ont été formés pour lutter contre le terrorisme. Ils ont été formés pour lutter contre le grand banditisme. Vous connaissez le nom de l'unité? Je n'ai pas le nom de l'unité. Je crois que ça doit être la garde... On les appelle Robocop. Ah, les Robocop, ok. Donc, c'est en fait l'initiative du président Patrice Talon qui a trouvé que dans le septentrion de notre pays, il y a l'ennemi qui nous dérange. Et donc, il faut mettre les moyens à disposition de ceux-là qui déjà étaient des tireurs d'élite dans l'armée. De leur permettre de se faire professionnaliser davantage. De leur permettre de faire des formations pour aller contre les djihadistes. De les outiller. De les outiller. De leur mettre les moyens à disposition. Ils appartiennent à la garde républicaine. Et donc, ils se sont retrouvés à Togben. C'est là où on a installé leur caserne, à Togben. Ça voudrait dire que c'est une unité spéciale d'élite. Mais imaginez que ceux-là qui défendent l'autorité, la patrie tout entière, se mettent donc à tirer contre cette unité d'élite-là. Ça donnerait quoi? Ce serait un carnage. Ouais. Ce serait un carnage. Donc l'État est resté debout. L'État a pensé au bien-être des populations, des concitoyens qui vivaient dans le périmètre de Togben. C'était grave. C'était très grave. Parce que n'oublions pas, ceux-là... J'ai des amis dans ce périmètre qui ont déménagé. Hein. Mais c'est normal. Ceux-là, ils ont en fait les blindés les plus sophistiqués qui se retrouvent dans notre pays. Et donc, s'ils mettaient ces blindés à contribution, s'ils sortaient avec ces blindés-là, et s'ils se retrouvaient en face de l'armée loyaliste, ça donnerait quoi? On a frôlé le pire. On a frôlé le pire. Et Dieu nous a sauvés de tout cela. On va conclure. Quand on a un chef d'État qui a pu réagir avec le directeur du cabinet militaire pour faire face à cet incident très grave, ne me demandez pas qu'on puisse prendre le dossier à la légère au niveau de la justice. Toute personne qui a pu applaudir ce putsch-là du 7 décembre 2025 dans notre pays sera interpellée et va y répondre avec la plus grande rigueur. Très bien. Vous l'avez dit, on retient. Une minute, c'est trop, 40 secondes. Oui, pour ajouter un peu de l'eau au moulin de Hugues Hector Zogo, ou pour encore me montrer combien de fois ces gens-là avaient l'intention vraiment de déstabiliser ce pays. Voyez-vous, juste après la campagne médiatique qui a été orchestrée sur les réseaux, où on montre une population surexcitée qui est sortie des montages grotesques. Ça dit que les gens avaient planifié un truc pour déstabiliser. Heureusement que notre pays, notre population, notre peuple est resté très sage. Sinon, ça peut faire croire à d'autres personnes qui sont peut-être pas à Cotonou ou ailleurs pour dire à Cotonou là, ça brûle. Ça brûle et ils vont sortir. Imaginez que cette communication malsaine, diabolique là, avait pris. Non, mais ce qui s'était passé là, on en parle comme ça, mais c'est pour cela que... Et au fur et à mesure, quand les jours passent, on se rend compte que nous avons frôlé vraiment le pire. Et donc, la justice doit y aller avec fermeté et le chef de l'État doit donc poursuivre dans la dynamique du renforcement, n'est-ce pas, donc, du dispositif sécuritaire de notre pays pour barrer la route à ces, je veux dire, ennemis de la République qui voulaient nous faire basculer dans le chaos. Il n'y a pas un autre mot. Je vais vous permettre en une minute chacun donc de réagir, puisqu'il s'agit de Constantin Amoussou, condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineurs. Et je voudrais quand même, en tant que professionnel des médias, que vous nous dites en quelques mots ce que cette sanction vous inspire. Nul n'est épargné par rapport aux dispositions sévères prises par la justice par rapport donc aux crimes sur les mineurs. Oui, évidemment, je suis très peiné pour la situation que vit Constantin Amoussou. On le connaît pour sa densité intellectuelle, sa plume et tout. Je suis vraiment peiné
pour lui. Mais voyez-vous, je n'ai pas de commentaire à faire sur la décision de la justice. La justice a tranché, le droit a été dit, chacun est désormais situé. On va peut-être profiter de cette situation-là pour tirer quelques leçons et inviter chacun à plus de retenue et de circonspection, parce qu'aujourd'hui, les juges et les structures mises en place, notamment l'INF, sont très rigoureux par rapport aux questions de viol, par rapport aux violences qu'on exerce, n'est-ce pas, donc, sur les femmes. Et donc, nous invitons simplement chacun à plus de retenue, à éviter des comportements qui pourraient, n'est-ce pas, donc, des comportements qui pourraient nous ramener sous le coup de la loi. Évitons ça au maximum. Évitons ça vraiment au maximum. Je reste vraiment peiné. Je reste vraiment peiné. Voilà quoi. Très bien. Hugues Zougo, réaction en 1 minute. J'ai du mal à pouvoir réagir parce que là, je me retrouve entre le fer et l'enclume. Un confrère qui a eu pratiquement une très bonne renommée et au même moment un crime qui a été commis, un viol sur mineur. Et viol sur mineur, peu importe la personne qui fait subir ce drame-là à une enfant, ça doit être sévèrement puni. Ça va être sévèrement puni. Et je trouve que la justice a même été clémente. La justice a été clémente vis-à-vis de notre confrère. Sinon, avec tout ce qu'on a pu entendre, tous les déballages sur Internet, nous, en tout cas, dans notre posture, on avait vraiment mal pour lui. On avait vraiment mal pour lui. Aujourd'hui, c'est déjà un soulagement qu'il connaisse le nombre d'années durant lesquelles il se retrouverait à purger sa peine. On va lui souhaiter beaucoup de courage, et espérer que la victime ne puisse pas connaître des séquelles. Parce que, comme vous le savez, quand il y a viol, c'est à vie que la personne porte des séquelles. C'est à vie. Il y a eu que la prise en charge soit efficace. Exactement, que la prise en charge soit efficace, qu'une équipe, peut-être l'Institut national de la femme, puisse trouver l'équipe adéquate pour accompagner cette petite fille, accompagner même les parents qui vont se retrouver sous le choc pendant plusieurs années, parce que ce n'est pas du tout... c'est pas du tout bien d'entendre parler de viol. Je crois, la semaine dernière, on avait eu d'autres plateaux sur lesquels on parlait un peu de ce que les viols pourraient créer dans la vie d'un citoyen. C'est à la limite une vie brisée. C'est à la limite une vie brisée. Donc, on va souhaiter que la victime soit vraiment prise en charge et souhaiter beaucoup de courage à notre confrère. Je suis peiné qu'il se retrouve dans cette situation-là, mais que voulez-vous quand vous vous retrouvez en porte-à-faux avec la loi? Il faut répondre de vos actes, c'est aussi ça. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre de poser l'acte que vous voulez, mais il faut pouvoir être aussi en mesure d'en assumer pleinement la responsabilité. La justice a tranché, on se remet simplement donc à cette sentence de la justice, mais on va souhaiter et espérer que nos confrères fassent beaucoup attention. Parce que vous savez, nous sommes en fait des personnages des personnages publics. Nous sommes des personnages publics. Et donc, il y a un certain nombre de vices, et dès que l'on les colle à nous, ce que ça renvoie au cœur de la société, c'est très difficile à accepter.
je sais, hein, quand on en a parlé tout de suite, beaucoup de personnes se disaient non, c'est pas possible. Avec lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, la justice a tranché, il n'a pas eu raison, il est sous le coup de la loi. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a un certain nombre de vices, peut-être, qui sont propres à l'être humain. Mais quand on se retrouve dans une certaine profession comme le journalisme, on doit quand même faire beaucoup de sacrifices pour que ces choses-là ne viennent pas entacher l'honorabilité de toute la profession. On va demander... René Descartes disait que les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices. Exactement. Sont capables, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver, sauf que quand ça arrive, il faut pouvoir assumer les responsabilités. C'est ça. Et puis, prions beaucoup. Restons dans la en éveil. Ouais. Restons éveillés et prions. C'est ça. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour donc cette partie analyse. C'est la deuxième partie d'ailleurs de cette émission.